Bonjour à tous, bienvenue dans cette 59e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la blockchain Mina. Elle est connue pour être la blockchain la plus légère, et on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. À savoir que, pour exemple, sur la disquette que vous voyez à l'écran, qui date d'il y a peut-être une trentaine d'années, on peut mettre 3 fois la taille de la blockchain Mina. Autre titre d'exemple, elle fait à peu près la taille d'un tweet. Donc c'est vraiment extrêmement léger. Donc au niveau des fondamentaux, déjà on peut dire en une phrase que c'est une blockchain qui est particulièrement légère et le chiffre exact c'est 22 kilooctets, donc c'est vraiment ridicule. Au niveau de son positionnement, elle est en 80e position par la capitalisation, qui est elle-même de 414 millions de dollars. On a des volumes sur 24 heures de 41 millions, donc c'est pas mal, hein, c'est 10% de la capitalisation, donc c'est quand même quelque chose de très décent, et un cours d'environ un demi-dollar. Donc c'est une blockchain de layer 1 qui, pour réussir en fait cet exploit d'être si légère, utilise la technologie du Zk-SNARK dont on a déjà parlé, notamment avec Algorand, hein. C'est le fondateur d'Algorand qui a eu l'idée de développer ce fonctionnement. L'idée, ça va être de limiter en fait le nombre d'informations qu'on a à télécharger quand on veut être un utilisateur, un nœud surtout de la blockchain. L'idée, c'est qu'en fait, on ne va pas télécharger toute la blockchain, mais juste une image de celle-ci, une image qui va avoir suffisamment d'informations pour prouver que toutes les transactions précédentes ont bien eu lieu, que tout est en ordre, mais qui ne va pas du coup avoir besoin de charger toute la blockchain pour prouver ça. Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, et ça permet à beaucoup plus de monde de le faire. Et surtout sur des appareils beaucoup moins énergivores et qui ont besoin de beaucoup moins de place. Parce que c'est justement une des problématiques par exemple des blockchains comme Bitcoin, c'est qu'à mesure du temps, qu'il y a de plus en plus de blocs, la blockchain pèse de plus en plus lourd. À l'heure actuelle, on est à plusieurs centaines de gigas, donc ça fait qu'il faut déjà des grosses machines, ne serait-ce que pour télécharger la blockchain, et c'est une problématique que du coup Mina vient solutionner d'une certaine façon. Donc ça a été fondé en 2017 par Evan Shapiro et Isaac Meckler, à savoir qu'initialement ça s'appelait Coda Protocol, et qu'ils ont dû rename en Mina parce que les organismes de régulation trouvaient que leur appellation Coda était trop proche d'autres noms de certaines entreprises. Ils ont fondé du coup le O1 Lab, qui est basé aux US, pour développer leur projet. Derrière, il y a aussi la Mina Foundation, qui elle est par contre basée aux îles Caïmans. Au niveau de l'argent, ils ont levé 29 millions de dollars entre 2018 et 2020. A noter qu'en 2020, ils ont levé autour de 10 millions. Cette année d'ailleurs, début 2022, ils ont levé aux alentours, je crois, de 90 millions de dollars. Donc a priori, le projet continue à intéresser. Au niveau du coup de la technologie, on est sur du proof of stake, donc la validation des blocs par preuve de possession des tokens. Donc quand on est un nœud, il faut garder des tokens pour faire fonctionner la blockchain, pour prouver qu'on les a bien, et on est rémunéré pour ce service. La technologie qui va vraiment nous intéresser ici, c'est le Zero Knowledge Proof. L'idée, c'est que ça rend possible de prouver quelque chose sans révéler d'informations particulières. Donc là, en fait, on a un peu, pour imaginer ça, l'idée de faire une photo en fait de l'état de la blockchain, un snapshot si on veut. Et donc, on va faire au fil du temps des photos pour mettre à jour les informations qu'on a, mais on ne va jamais avoir besoin de télécharger la blockchain. Et donc ça fait que c'est beaucoup plus léger comme on l'a déjà dit. Donc l'idée c'est qu'on va enregistrer l'état de la blockchain comme je dis, mais on ne va pas enregistrer les données. Donc on ne pourra pas savoir exactement qui fait les transactions, où est-ce qu'elles sont faites. On saura juste que ça a été fait correctement et à quel état on en est, ce qui est suffisant pour sécuriser du coup l'état de la blockchain. Au niveau de Mina, on va un peu plus loin et on a développé ce qui s'appelle le Recursive Zero Knowledge Proof. Et donc là, l'idée, c'est que non seulement on fait des photos, plutôt que d'empiler les photos, ce qui va prendre de plus en plus de place, vu que là, l'objectif, c'est d'avoir toujours la même taille de blockchain, qui est de l'ordre de 22 octets, on va en fait prendre la photo précédente. Vous voyez, donc je prends ma première photo de la blockchain. Quand je veux la remettre à jour, il faut que je fasse une deuxième photo, d'accord? Et bah, plutôt que d'additionner ces deux photos, je vais faire une nouvelle photo qui va prendre en compte l'ancien état et l'état actuel. Et du coup, j'ai une photo de l'état global. Et quand je referai une mise à jour, eh bien, je prendrai une photo des deux états précédents. Et donc du coup, c'est toujours une seule photo, donc toujours la même taille de blockchain. Voilà comment ils font, c'est ça leur idée, et c'est vrai que c'est quand même assez astucieux. Au niveau de la tokenomique, là par contre, c'est moins plaisant, on a une supply totale qui est illimitée. Il n'y a pas de cap, d'accord? Donc la répartition initiale, c'était 1 milliard de mina.
Et depuis, ils ont créé, il y a une supply qui est illimitée, à savoir que l'inflation pour le moment est de 12%, qu'au fil du temps, elle va se réduire jusqu'à aller à 7%. Donc c'est des taux d'inflation qui sont élevés, mais qui restent dans la moyenne. Mais voilà, ce côté illimité est un peu gênant. À savoir quand même que ça peut être modifié par des votes de gouvernance, donc les personnes qui possèdent des tokens. C'est possible de modifier ce paramètre-là, mais pour le moment, c'est fait comme ça. Au niveau de la répartition initiale, donc comme je le disais, il y a eu 1 milliard de MINA qui ont été émis. La fondation de projet ont gardé presque 40%, 37,5%. Les investisseurs, 20%. L'ICO a eu 7,6%. Donc on a un bon gros quart, presque un tiers, qui sont allés pour cette partie-là, l'investissement et l'ICO. Et enfin, la communauté, donc ce qui est développement de communauté, récompense, etc., ça a fait 35% également. Donc à noter quand même que la fondation de projet ont une bonne partie des tokens initialement émis. Au niveau de l'utilité du token, du coup, on est en proof of stake, donc il y a la gouvernance, bien évidemment, pouvoir, comme je viens de le dire, voter et manifester son avis pour l'évolution du projet, comment est-ce qu'on va l'orienter, qu'est-ce qu'on va faire avec la supply, etc. etc. Le stacking, hein, pour les récompenses de proof of stake, et j'imagine les frais de transaction sur la blockchain, même si c'est un élément qui n'est pas énormément mentionné. Je n'ai pas de données chiffrées sur les frais. Enfin, du coup, pour conclure sur ce projet Mina, je dirais que c'est quelque chose de novateur, d'intelligent, même si maintenant ça date de 2017, hein, donc c'est plus une nouveauté, mais on n'en a pas tellement entendu parler. Je trouve qu'ils ont bien pensé leurs choses, leurs problématiques, ou plutôt leurs solutions. Le minage, du coup, est super accessible. Ça, c'est un point qui est très très positif, hein. Le fait que vous ayez un minage accessible fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir le faire, et donc ça va rendre la chose très facile à décentraliser. Plus il y a de facilité à faire du minage, plus les gens vont être tentés de le faire pour essayer de gagner du coup des tokens pour participer. Du coup, plus on a de gens, plus c'est décentralisé, et donc plus c'est sécurisé. Donc ça, c'est de très très bons points. Et le dernier élément, c'est qu'ils ont quand même choisi un peu une spécialisation et qui s'oriente sur la gestion des identifiants web. Au niveau des points qui sont négatifs, vous l'aurez compris, la supply sans limite, hein, ça c'est un red flag énorme pour moi en tant qu'investisseur. L'inflation qui reste quand même assez importante. Le fait, ça on en a parlé, que c'est quand même quelque chose de lent. Donc on est en proof of work, globalement c'est des blockchains qui ne sont pas très rapides. Là pour idée, on va 3 fois plus vite que le BTC. Ça reste quand même très lent. BTC c'est une transaction en 10 minutes à peu près. Donc là on est sur des transactions qui sont autour de 3 minutes. Vous comprenez bien qu'il y a tout un tas d'écosystèmes sur lesquels c'est pas possible d'avoir quelque chose d'aussi lent. Et donc, c'est pour ces éléments-là que je trouve qu'il est difficile d'envisager un investissement sur ce projet-là, parce qu'en fait, la tokenomique, bon, moi, ça ne me convainc pas une tokenomique comme ça. J'ai peur que l'offre soit trop importante très rapidement, et que du coup, le prix ait tendance à baisser trop souvent, en fait. Et le fait que c'est très très lent, je pense, va limiter un peu son véritable usage, même si on verra ce qu'ils arrivent à faire dans la spécialisation qu'ils ont choisie. Je vous propose, malgré ce que je viens de dire, d'aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, mais vous l'aurez compris, je ne pense pas investir sur ce projet-là. Donc graphiquement, on a des données qui datent de mai 2021, j'ai pas trouvé plus récent, plus ancien, pardon. Donc ce que je vois, c'est une grosse baisse, jusqu'à un point vraiment bas au bout de 2 mois, qui était autour de 1 $. Puis bull run jusqu'en septembre, on est remonté à 6. Deuxième partie de bull run, novembre, ou même octobre, puis novembre, où on est allé à 6,5. Et depuis, la baisse. Donc il y a eu la petite remontée en mars, comme pas mal d'autres projets. Et la chute libre, hein, quasiment, jusqu'à juin, suite à Terra, 0,6. On est un peu remonté, et là on tourne autour de 0,5. Donc rapidement, le plus bas on l'a atteint là, hein, quand on a touché les 0,42. Donc sachez que ça c'est les prix d'ICO, hein. L'ICO a lieu entre 7 centimes et 50 centimes, hein. Donc là on est de retour sur les prix d'ICO, à voir si ça remontera. Première grosse résistance à mon avis autour de 0,7. Donc à voir, hein, si on a des bonnes nouvelles, etc. Potentiellement ça peut monter ou pas du tout. Ça c'est ce que je dirais sur le prix simplement. Au niveau des indicateurs, on voit que on n'a jamais été en weekly chatouiller le niveau 30, donc la survente au niveau du RSI. Là on est déjà un peu en train de remonter, c'est cohérent avec le prix. Au niveau des volumes, ce n'est pas les volumes, au niveau des volumes, on est sur quelque chose d'assez constant, hein. On voit depuis septembre, donc il y a eu une hausse en octobre, et puis FTX, mais il y a quand même des volumes qui sont voilà, assez constants, pas très élevés, mais assez constants, donc c'est quelque chose d'intéressant quand même. Et au niveau du coup des moyennes mobiles, on va passer en daily.
Ah, en daily, on peut dire que les moyennes mobiles, elles sont proches, par contre. Ça, c'est intéressant. Là, on est quand même sur quelque chose qui ressemble à une convergence. Parce que vous voyez que même la moyenne mobile la plus loin, hein, donc la 200 jours, elle est à 0,7. Donc ça, c'est quand même très proche de 0,5. Ça, c'est un indicateur que potentiellement, effectivement, dans les semaines à venir, il pourrait y avoir un retournement. Cet indicateur seul n'est pas suffisant, mais c'est intéressant, ça pourrait donner envie de le suivre, même si je vous ai dit que, à titre personnel, je ne souhaite pas investir dessus. La tokenomique m'inquiète beaucoup trop. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur Mina. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.